Dans cette troisième partie, les familles de plantes aromatiques, nous restons toujours au cœur du végétal pour voir comment se synthétisent les essences, donc au cœur des plantes. Donc, je vous rappelle qu'au sein de la plante, on parle d'essence, l'huile essentielle et le produit d'extraction après distillation. La compréhension de cette synthèse des essences dans le végétal va nous permettre de comprendre l'influence extérieure climatique de la qualité de la terre sur la qualité finale de l'huile essentielle. Et nous pourrons aborder dans cette partie les notions aussi de chémotype, donc de race chimique des huiles essentielles, qui vous posent souvent beaucoup de questions. Donc les essences sont issues de la photosynthèse. C'est vraiment quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on est codépendant de l'ensoleillement. Donc la notion de saisonnalité, de région, va être intimement liée à la qualité de l'huile essentielle, mais à des notions de terroir et de meilleur terroir pour une biochimie bien spécifique d'une huile essentielle. Le résumé de cette action de photosynthèse, donc les cellules chlorophylliennes captent l'énergie photoélectromagnétique du soleil et la convertissent en énergie biochimique sous forme de petites molécules volatiles à haut potentiel énergétique. Nous allons expliquer cette phrase et cette idée dans la diapo suivante avec le schéma de la photosynthèse. Mais pour faire simple, de manière un peu illustrée, imagée et simplifiée, la synthèse des essences, c'est quelque part la matérialisation de l'énergie solaire. Pour certains thérapeutes qui travaillent en énergétique, on considère que la discipline aromathérapie est liée à l'énergie feu, là où la phytothérapie est plutôt une énergie eau. Avant de passer au schéma de la photosynthèse, sachez que dans le végétal, on va avoir des sortes d'usines de fabrication pour nos essences. Donc ce sont des appareils sécréteurs que l'on va appeler des poils glandulaires, des poches ou des canaux glandulaires. Et ces appareils sécréteurs peuvent se trouver dans différentes parties du végétal, même si la photosynthèse se passe bien sûr au niveau des feuilles, on va avoir besoin de chlorophylle, mais après la synthèse des essences, on va le réexpliquer, peut se situer dans différentes parties, dans différents organes de la plante. Ça peut être au niveau des fleurs ou sommitées-fleuries, c'est pareil, au niveau des feuilles, au niveau des fruits, au niveau des semences ou graines, des racines ou rhizomes, du bois ou écorce, mais aussi de la résine. J'anticipe un peu là sur l'idée qu'en fait, pour une même plante, pour un même végétal, donc un même nom latin, en fonction de l'organe distillé, les fleurs, les feuilles, les racines, nous pourrions avoir des huiles essentielles différentes selon l'organe distillé. En effet, dans chaque organe, on va avoir des appareils sécréteurs différents avec un capital enzymatique différent et donc des synthèses biochimiques différentes. Donc pour une même plante, un même nom latin, en fonction de l'organe, on aura une huile essentielle différente et donc des vertus différentes. Dans ce schéma de la photosynthèse issu du livre L'aromathérapie exactement, nous distinguons en haut à gauche un soleil avec l'énergie photonique qui va être captée par la cellule chlorophyllienne tout en haut. En son sein, cette cellule chlorophyllienne a des molécules d'eau, H2O, qui proviennent de la sève de la Terre, et du CO2, donc gaz carbonique, dioxyde de carbone, capté par l'air environnemental. Nous avons tous appris au niveau scolaire la photosynthèse avec la notion de recyclage de l'air, le CO2 absorbé par les feuilles et un recyclage d'oxygène. Cet oxygène ne provient pas en fait de la molécule de CO2 absorbée par la feuille, mais de la molécule d'eau qui est scindée en deux et cet oxygène donc, qui va être recyclé dans l'air. Cette réaction biochimique de la molécule d'eau qui est scindée en deux, qui libère des protons et libère de l'oxygène, ne peut intervenir que parce qu'il y a de l'énergie. Et c'est cette énergie photonique qui permet cette première réaction donc de scission de la molécule d'eau. Les molécules d'hydrogène, les protons libérés dans cette réaction biochimique, ils vont être intégrés par une nouvelle réaction biochimique avec la molécule de CO2 pour former du coup un produit carboné constitué de carbone, hydrogène et oxygène. Plus exactement, on aura la fabrication d'un exose pour 6 atomes de carbone, C6H12O6, qui est une molécule de fructose.
Ce sucre, produit de la photosynthèse, donc pour le végétal, va être le substrat, va être la brique de fabrication derrière des essences. Cette exose va quitter la cellule chlorophyllienne et emprunter différentes voies vers les appareils sécréteurs qui peuvent donc se situer dans différentes parties du végétal, rester dans la feuille, aller dans les fleurs, l'écorce, rhizomes, résines, etc. Et en fonction des enzymes présentes, et ces enzymes sont codépendantes en fait de la qualité de la sève, et c'est là où on va avoir le lien avec la qualité de la terre, donc la qualité d'agriculture. La notion d'agriculture biologique est prépondérante, pas juste pour des notions environnementales qui sont juste évidentes, mais aussi dans la qualité de synthèse des essences pour le végétal. Donc en fonction de cette richesse du terroir, on aura un capital enzymatique optimum qui va permettre une synthèse optimale de nos essences aromatiques. On va avoir deux voies de synthèse principales, la voie des phénylpropanoïdes qui amène à la voie de synthèse aromatique et la voie des terpénoïdes pour la voie de synthèse terpénique. Alors je n'irai pas beaucoup plus loin en notion de chimie organique. Pour ceux que ça intéresse, vous avez de nombreux ouvrages qui creusent plus la chimie organique, mais je suis d'avis et par habitude de pratique et de formation depuis 10 ans que en fait on n'a pas besoin ici d'aller plus loin pour votre pratique quotidienne de l'aromathérapie par la suite. Je vais ici vous simplifier la notion de la chimie organique. Ce qu'il est juste important de retenir et de comprendre dans cette synthèse des essences, c'est que nos essences aromatiques seront en fait constituées quasiment uniquement à 99% de carbone, hydrogène et oxygène. Comme dans la nature, il y a toujours des exceptions. En effet, dans moins d'1% des molécules, et on connaît plus de 5000 molécules aromatiques aujourd'hui, on pourra avoir un atome d'azote ou de soufre parfois apparaître, mais c'est extrêmement rare, c'est tout à fait exceptionnel. La globalité donc, de l'aromathérapie des huiles essentielles est constituée de carbone, hydrogène, oxygène. Donc c'est quelque chose de très défini biochimiquement. Et quand on verra tout à l'heure les techniques d'extraction, on comprendra même que la distillation à l'alambic va limiter, va sélectionner les molécules jusqu'à 20 atomes de carbone, pas au-delà pour les huiles essentielles. Donc c'est un produit chimique finalement très défini, très cadré, très connu, très maîtrisé. Dans notre élaboration des molécules biochimiques qui vont constituer les essences, en fait, ça va être uniquement un jeu d'oxydation, d'hydrogénation, de méthylation, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est un jeu en fait d'ajout biochimique de molécules d'oxygène, de molécules d'hydrogène ou de CH3, ce qu'on appelle des fonctions méthyle, qui vont construire en fait des jeux moléculaires. Et quand nos chaînes carbonées, qui constituent donc le squelette moléculaire, va rester une chaîne linéaire ou une chaîne ouverte, on va parler de molécules terpéniques. Les monoterpènes seront des chaînes carbonées à 10 atomes de carbone, les sesquiterpènes à 15 atomes de carbone, les diterpènes à 20 atomes de carbone. Et quand cette chaîne carbonée se cyclise, on va parler de molécules aromatiques, mais donc les huiles essentielles sont composées aussi bien de molécules carbonées terpéniques que aromatiques, c'est-à-dire cyclisées. On va avoir les deux et on a donc une filiation dans toutes nos familles biochimiques. Alors les familles biochimiques, on les voit plutôt dans le module 2 avec les relations structure-activité et le référentiel électrique, mais toutes nos familles biochimiques ont des filiations donc les unes avec les autres et chaque filiation, chaque famille biochimique est reliée les unes aux autres par des transformations liées en fait aux enzymes. Et je me répète encore, mais cette notion de jeu enzymatique dans le végétal, donc est influencée, alors certes par des facteurs génétiques de la plante, mais aussi en grande partie par des facteurs environnementaux, le climat, le sol, donc la qualité d'agriculture, etc. C'est en ça où on est aussi très proche avec les huiles essentielles du domaine du vin, où la notion de terroir et d'ensoleillement est tout à fait principale et influence la qualité finale du produit.
Ainsi, on comprendra bien que, pour prendre par exemple l'exemple de l'immortelle, les licries italiennes, entre un terroir bassin méditerranéen où l'immortelle doit venir de Corse ou d'Italie, on n'aura pas la même biochimie qu'une immortelle qui va être cultivée à Roanne. Non pas que l'immortelle de Roanne ne soit pas qualitatif, mais on ne parle pas de la même biochimie. Après, il est certain, quand vous rentrez un petit peu plus dans le détail, on va dire, agricole et terroir, qu'on aura des plantes plus influençables et plus vulnérables aux environnements climatiques et de terre que d'autres. Arrivé à ce niveau, nous comprenons que nous avons plus d'huile essentielle que de plantes que nous avons citées auparavant dans la partie 2 avec les différentes familles botaniques. En effet, nous avons compris déjà que nous avions des espèces différentes par genre. Par exemple, pour les lavandes, mais nous allons reprendre ça immédiatement, la lavande vraie, la lavande aspic. Pour le pin, nous avons le pin sylvestre, le pin maritime. Les eucalyptus, nous avons les eucalyptus citriodora, radiata, globulus, etc. Mais après, pour un même genre et une même espèce, nous pouvons éventuellement, dans certains cas, avoir des terroirs différents qui peuvent entraîner des variations biochimiques. C'est ce que l'on appellera les huiles essentielles à chémotype. Et puis, nous pouvons aussi avoir, pour une même plante, même genre, même espèce, des organes producteurs différents qui vont donc nous permettre d'avoir des huiles essentielles différentes. Nous faisons le point immédiatement sur ces différents types d'huiles essentielles à différencier selon les plantes. Donc premièrement, nous pouvons avoir le même genre, mais avec des espèces différentes. Reprenons un temps sur la lavande étant quand même l'huile essentielle la plus utilisée et qui vous amène souvent quelques questions et des confusions sur les noms d'usage et les noms latins. Donc reprenons le temps ici. Les lavandes. Les lavandes, nous sommes dans la famille des Lamiacées, au niveau des familles botaniques. Le genre est lavandula. Nous pouvons avoir des espèces différentes. Angustifolia. Pour cette lavandula angustifolia, nous avons des synonymes latins. Lavandula vera ou lavandula officinalis. Ce sont des synonymes, donc ça désigne toujours la même plante. En nom d'usage français, nous pourrons l'appeler la lavande vraie ou la lavande officinale. Nous aurons une autre espèce, Lavandula latifolia ou spica, qui désigne la lavande aspic et qui donne une huile essentielle avec des vertus très différentes de la lavande vraie. Et nous avons enfin Lavandula hybrida qui donne le lavandin avec, là encore, des usages thérapeutiques différents. Petit point sur la lavande et la lavande fine. Vous avez souvent des questions sur ce sujet. La lavande fine, en fait, est une variété de lavande. Donc vous avez sur la diapositive ici rédigé le nom complet botanique. Généralement, on s'arrête à l'espèce. Lavandula angustifolia est suffisant pour déterminer un végétal, mais en notion d'identification botanique, nous pouvons aller beaucoup plus loin et plus nous descendons dans la dichotomie d'identification botanique, plus nous sommes précis et proches au niveau génétique entre différentes espèces. Donc là, la différence entre la lavande et la lavande fine, on a la même espèce, Angustifolia, la même sous-espèce, à nouveau Angustifolia. La variété fragrance définit botaniquement la lavande vraie. Et la variété delphinensis définit la lavande fine. Quand on arrive à une telle proximité génétique, nous allons avoir ici en fait une synthèse biochimique très proche. Dans le cadre de cette formation, vous saurez donc qu'il y a une petite différenciation botanique, mais qui est très mineure. Mais au niveau biochimique et donc des vertus thérapeutiques, ce sont deux huiles essentielles extrêmement proches et qu'on associera. Donc, très clairement ici, quand dans un ouvrage vous avez une recette marquée huile essentielle de lavande et que vous avez de la lavande fine ou inversement, vous pourrez prendre l'une ou l'autre
voilà, sans souci et en totale équivalence. C'est pour certains thérapeutes en énergétique éventuellement qui peuvent choisir l'une ou l'autre, mais vraiment il y a très 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 peu de différence. Dans les autres exemples d'huiles essentielles de même genre avec des espèces différentes, donc les pins, nous avons Pinus sylvestris pour le pin sylvestre, Pinus pinester pour le pin maritime. Voilà, on a de très nombreux exemples là pour même genre et espèces différentes. Le deuxième type donc d'huile essentielle que l'on peut trouver, ce sont des huiles essentielles de même genre et même espèce végétale. On va distiller la même partie du végétal, mais de terroirs différents. Et selon le terroir, donc ça c'est valable que pour certaines plantes aromatiques qui sont très influençables en fonction des modifications environnementales, on va avoir sur le fronton de l'étiquette un chémotype indiqué. Donc le chémotype, c'est le type chimique ou race chimique. Ceci n'est valable que donc, pour des plantes très influençables. Et dans notre pratique actuelle de l'aromathérapie, nous avons 4 plantes qui sont concernées. Le thym, Thymus vulgaris, le romarin, Rosmarinus officinalis, la myrte, Myrtus communis, et la marjolaine, Origanum majorana. Ainsi, pour le thym, nous trouverons le Thymus vulgaris à chémotype linalol, à thuyanol, qui s'écrit avec un J ou un Y, thujanol ou thuyanol, à thymol, à géraniol. Pour ces 4 thym, donc nous allons avoir des variations. Disons que toutes ces huiles essentielles de thym contiennent bien un peu de linalol, de thujanol, de thymol et de géraniol, mais que selon donc la zone de récolte, nous allons avoir pour l'une un pic de linalol, pour la seconde un pic de thujanol, la troisième un pic de thymol et la quatrième un pic de géraniol. Donc forcément, cette notion de variabilité chimique va faire que l'huile essentielle finale va avoir des indications thérapeutiques différentes et suffisamment différenciantes donc, par rapport aux autres chémotypes pour en faire vraiment des flacons différents. Donc ici, même plante, même nom latin, même organe producteur, mais des types chimiques différents en fonction des zones de récolte. Pour le romarin, Rosmarinus officinalis, nous avons le romarin à camphre. Le camphre, le nom chimique est bornéone. Le romarin officinal à verbenone, dont vous trouverez souvent l'abréviation VBN. Et le romarin à 1,8 cinéole. 3 romarins avec des indications bien différentes, le camphre plutôt myorelaxant pour les contractures musculaires, le verbenone plus souvent utilisé pour les détox hépatiques et la fluidification des sécrétions bronchiques, et le 1,8 cinéole qui est plutôt le romarin utilisé pour expectorer et tout ce qui est stimulation de la zone respiratoire. La myrte, Myrtus communis, avec le chémotype cinéole, que l'on appelle fréquemment la myrte verte, et le chémotype acétate de myrténil, que l'on appelle souvent la myrte rouge. Pour autant, cette appellation verte ou rouge n'est pas normée et c'est vrai que selon les auteurs, différents ouvrages, des fois vous pourrez trouver des inversions. Donc sur cette myrte, je vous invite vivement à toujours vérifier le chémotype. Sur l'étiquette, est-il marqué chémotype cinéole ou chémotype acétate de myrténil pour vérifier l'huile essentielle dont vous avez besoin. Quatrième plante concernée, donc la marjolaine, Origanum majorana. Vous ferez attention de ne pas confondre avec l'Origanum compactum, qui est l'origan compact, huile essentielle voilà, assez différente dans l'usage. Donc cette marjolaine à coquille, nous allons trouver soit la marjolaine à coquille classique, sans annotation particulière, soit la marjolaine à chémotype thujanol, donc là toujours marqué vraiment sur la face de l'étiquette. La différence, voilà, pour vous réexpliquer encore cette notion de chémotype, la marjolaine classique contient environ 15% de thujanol et celle indiquée à chémotype thujanol en contient presque 70%. Donc on comprend bien qu'entre 15 et 70% d'une molécule, évidemment, ça va impacter derrière l'indication thérapeutique. Voilà, donc désormais, vous saurez quand vous allez acheter vos huiles essentielles en magasin conseil que pour ces 4 plantes, vous nommez le chémotype que vous souhaitez puisque ça sera une huile essentielle différente. Donc voilà, je voudrais un romarin à camphre ou un romarin à verbenone ou un romarin à 1,8 cinéole.
La troisième catégorie d'huiles essentielles, ce sont celles de même genre et même espèce végétale, mais avec un organe producteur différent, distillé, qui va donner donc des huiles essentielles différentes pour le même nom latin. On l'a évoqué sur la slide donc de synthèse des essences dans le végétal au niveau de la photosynthèse. Il peut y avoir en fait des poches à essence dans différentes parties, dans différents organes producteurs du végétal, feuilles, fleurs, écorces, résines, rhizomes, etc. Et donc autant d'huiles essentielles différentes que d'organes producteurs différents distillés. Nous prenons ici 3 exemples. Le plus connu est celui de l'oranger amer, Citrus aurantium. Le nom latin complet est Citrus aurantium sous-espèce aurantium, que vous connaissez sous le nom d'emploi vulgaire. Donc c'est l'oranger amer, mais bigarade. Le bigarade ou bigaradier. Donc je pense que déjà ça vous informe sur une huile essentielle que vous connaissez bien, qui est l'huile essentielle de petit grain bigaradier. Souvent, pas mal de personnes pensent que le petit grain bigaradier est une plante, est un arbre, enfin voilà. En fait, non, le petit grain est synonyme de feuille d'agrumes. Ça va être valable pour toutes les huiles essentielles d'agrumes. La feuille est traduite par petit grain. Donc le petit grain bigaradier, c'est l'huile essentielle de la feuille distillée du bigarade, le bigarade étant l'oranger amer. Donc, huile essentielle, feuille d'oranger amer, c'est le petit grain bigaradier. Et pour tous les agrumes, citron, mandarine, pamplemousse, combawa, bergamote, etc., quand on distille la feuille, on aura le mot petit grain en premier. Petit grain citronnier, petit grain mandarinier, petit grain pamplemoussier, petit grain bergamote, etc., qui va désigner la distillation de la feuille de l'agrume. Pour l'oranger amer, on peut aussi distiller donc le zeste, c'est ce qui est le plus pratiqué pour les agrumes. À ce moment-là, l'huile essentielle va prendre le nom directement de l'agrume. Oranger amer, essence d'oranger amer, essence de citron, d'orange douce, de pamplemousse, etc. Et puis, donc là, dans le cas de l'oranger amer, nous avons une troisième distillation possible, c'est la distillation de la fleur. En l'occurrence, pour éviter des confusions, il y a un nom original qui est donné à cette distillation de la fleur de l'oranger amer, c'est néroli. L'huile essentielle de néroli, c'est la distillation de la fleur d'oranger amer. Donc, si nous récapitulons, pour ces plantes dont on peut distiller des parties différentes, sur l'étiquette, vous aurez le même nom latin, et vous devrez aller chercher généralement dans les autres inscriptions, donc l'organe distillé, et vous aurez marqué en toutes lettres fleur, feuille ou zeste. Dans le cas de l'oranger amer, c'est d'autant plus facile puisque la fleur s'appelle néroli sur le fronton, donc pas d'erreur possible. La feuille s'appelle petit grain bigaradier, pas d'erreur possible. Là encore, pour bien comprendre qu'à chaque distillation d'organes producteurs, nous avons des indications thérapeutiques différentes. L'huile essentielle de néroli est une huile essentielle qui est neurotonique, utilisée dans l'accompagnement des dépressions. Là où l'huile essentielle de petit grain bigaradier, donc la feuille, est plutôt une anxiolytique, calmante, sédative, très antalgique aussi, donc très utilisée pour des problématiques de sommeil, de nervosité et dans des problématiques algique. Et l'huile essentielle de zeste est assainissante aérienne et au niveau, on va dire, de l'aspect système nerveux est plutôt une équilibrante. Voilà. Donc des propriétés bien différentes pour ces 3 huiles essentielles. Second exemple, la cannelle de Ceylan dont on peut distiller et donc trouver en flacon l'huile essentielle d'écorce de cannelle de Ceylan ou l'huile essentielle de rameau feuillé. Angelica archangelica, l'angélique, dont on peut distiller la graine ou les racines, avec là encore des propriétés thérapeutiques différentes. Donc en conclusion de cette 3e partie, ici donc nous avons bien compris la notion d'influence extérieure sur la qualité finale de l'huile essentielle, donc les qualités d'ensoleillement, les qualités de climat de manière générale, puisque donc l'altitude va jouer aussi, la qualité de la terre et du terroir.
Nous verrons dans la prochaine partie les notions de technique d'extraction qui ici vont nous amener sur les notions d'influence de l'homme, de la main de l'homme via ces techniques sur la qualité finale. Donc tout ça commence à nous amener à l'idée qu'une huile essentielle ne peut être quelque chose, ne peut être un produit figé. Il y a tellement de codépendance liée donc à l'environnement et nous verrons aux qualités de distillation qu'une huile essentielle ne peut pas être un produit qui soit toujours identique et qui sente toujours exactement la même chose. C'est à l'opposé du vivant. Donc c'est vous éveiller sur cette notion de qualité d'huile essentielle qui va bien au-delà des notions d'écriture sur l'étiquette, où moi je vais plutôt parler de notion de sécurité, mais la qualité, ça parle de bien, bien autre chose. Ça va être un savoir-faire, ça va être une attention du producteur sur sa plante, et qu'au final, si une huile essentielle sont toujours strictement la même chose, c'est qu'en fait il y a un problème en fait sur le produit fini, mais nous allons continuer de développer cette idée.